Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer les activités de cette semaine du numérique avec le panel numéro 5. Et ce panel traitera du e-learning, les solutions d'apprentissage hors ligne en milieu rural au Bénin. Pour modérer ce panel, j'ai le plaisir d'inviter ici M. Marius Awonon. Il est ingénieur en système d'information et conseiller technique au centre de transformation de la GIZ. Sous vos ovations, s'il vous plaît. À ses côtés, nous aurons pour panéliste M. Aristophane Adou. Il est ingénieur aussi en technopédagogie. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous aurons M. Bertrand Kokpogo, excusez-moi si je prononce mal, hein. Il est aussi ingénieur en technologie éducative. Et enfin, nous avons M. Donald Ablo, ingénieur développeur au pôle système de l'Agence de système d'information numérique ASIN du Bénin. Sous vos ovations. Si la régie me dit que tout est bon, je passe la parole au modérateur pour le début du panel. Bonne chance. Merci à IFMI. Bonjour, chers participants. Bonjour, chers invités. Vous avez l'honneur, bien sûr, de nous recevoir aujourd'hui sur le panel numéro 5 pour parler effectivement du e-learning, tout ce qui est solution d'apprentissage, bien sûr, en milieu rural. Alors, vous savez avec moi que la pandémie Covid que nous avons eue, bien sûr, a changé beaucoup de nos habitudes. Beaucoup de nos habitudes. Et parmi ces habitudes, notre façon de travailler a définitivement changé. Et cela a pris un tournant très décisif, d'où nous avons le télétravail ainsi que les formations à distance. Donc, dès le début du confinement, alors que tout retour du travail, bien sûr, était impossible, la plupart du monde s'est tourné vers la télévision ou les réseaux sociaux. On s'abreuvait des séries de films ou encore des réseaux sociaux, bien sûr, profitant de cet espace laissé libre et éventuellement de subventions spécifiques allouées à des formations. De plus en plus de personnes ont profité de la pandémie pour développer leurs compétences, leur savoir-faire, voire se lancer de nouveaux challenges en se formant majoritairement à distance à partir de leur résidence. D'où aujourd'hui, nous avons les plateformes e-learning de formation. Alors, mes différents panélistes que je reçois cet après-midi, je m'en vais leur poser des questions qui vont mieux nous élucider, mieux nous éclairer par rapport à ces différentes technologies. Alors, je m'adresse à M. Ablo de la CIN. Dans le cadre des mesures liées à la pandémie Covid, le gouvernement avait lancé une plateforme d'apprentissage en ligne au profit des universités du Bénin. Alors, aujourd'hui, que devient, bien sûr, cette plateforme d'apprentissage en ligne au Bénin? D'accord, donc je vous remercie pour la question. Comme vous l'avez dit, avec la COVID-19, les habitudes ont changé. Et donc, pour juguler la crise et éviter que la maladie ne se répande au maximum, l'État avait pris la mesure que les étudiants ne devraient plus se rendre sur le campus. Donc, il a pensé, l'État, donc le MSRS et la MND, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère du numérique et digital, se sont mis ensemble et ont mis en place effectivement la plateforme Peuple, donc plateforme de e-learning des universités publiques du Bénin. Et donc cette plateforme, pendant toute la période Covid, avec toutes les restrictions, a marché, a fonctionné. Donc les étudiants ont pu suivre les cours. Les professeurs se sont inscrits, mettaient les documents en ligne. Les étudiants pouvaient suivre les cours, donc aller télécharger ces supports-là, mais aussi pouvoir suivre les cours avec Zoom, donc en ligne directement.
Et aujourd'hui, cette plateforme Peuple est là, elle est toujours opérationnelle, elle est fonctionnelle. Donc, tous les étudiants sur le campus peuvent y accéder. Pour l'année académique en cours, ils peuvent aussi se réinscrire s'ils n'étaient pas inscrits pour les années précédentes. Donc, aujourd'hui, une plateforme comme Peuple est toujours opérationnelle et elle sert de socle pour toutes les initiatives de e-learning qui arrivent au niveau de l'État. Donc, si on prend par exemple le cas du réseau EBER qui a été mis en place et lancé dernièrement, la plateforme Peuple sert de registre d'authentification sur EBER. Donc, par exemple, pour pouvoir s'authentifier sur le réseau EBER, qui permet en fait aux étudiants d'avoir accès gratuitement à Internet sur le campus, il faut déjà être inscrit sur Peuple d'abord, et c'est à partir de cette inscription de Peuple que vous avez accès au réseau EBER et vous avez accès à Internet. Donc, Peuple est toujours là, il est opérationnel et aujourd'hui, il sert de socle à plusieurs plateformes de e-learning qui sont en train d'être mises en place par l'État. Vous pouvez nous définir RBER? Réseau béninois de l'enseignement et de la recherche, EBER. Ok, et aujourd'hui, ce réseau béninois, c'est basé sur le campus d'Abomey-Calavi? Oui, pas seulement d'Abomey-Calavi, il couvre les 4 universités nationales du Bénin, donc Abomey-Calavi, Parakou, Porto-Novo, Boïcon, je crois à Abomey, et tous ceux qui se retrouvent sur ces universités-là, même quand vous êtes à l'ENEAM à côté ou à la FSS, si vous cherchez parmi les Wi-Fi, vous allez trouver un réseau EBER étudiant ou bien un réseau EBER enseignant. Donc son rôle principal à la base, c'est d'interconnecter tout le corps enseignant, donc tout le corps de l'éducation, donc les enseignants et les étudiants, et permettre le partage de ressources entre ces différentes entités-là. D'accord, merci bien, Monsieur Ablo. Je m'en vais vers cher Bertrand. Vous qui êtes spécialiste e-learning, vous qui êtes ingénieur en pédagogie, en technologie pédagogique, dites-nous quel état de lieu vous faites aujourd'hui en ce qui concerne les plateformes d'apprentissage numérique. Je n'ai pas entendu la dernière partie de la question. Je dis oui, quel état de lieu vous faites aujourd'hui par rapport aux plateformes? Alors, la question, elle est très bien posée, dans la mesure où, il y a quelques années, personne ne comprenait, quand vous parlez de e-learning, on ne connaît pas. Et je me rappelle, on était sur un projet d'un master à l'université d'Abomey-Calavi qui avait démarré. Et pour faire les tables rondes, c'était un peu compliqué quand on invitait les partenaires, parce qu'il n'y avait pas un cadre juridique clair qui définit comment on doit aller au e-learning au Bénin. Donc, je parle de 2016-2017, il n'y avait pas un cadre juridique. Donc, il a fallu, malheureusement, ou bien heureusement, le Covid, si je peux me permettre, pour que parce que je me rappelle à l'époque, le ministère de l'enseignement supérieur est un peu peiné quand, par exemple, on veut aller vite, il nous rappelle que non, ce cadre-là n'existe pas. Donc, du coup, il fallait y aller d'une certaine manière. Et c'est le gouvernement qui a ouvert la voie avec le projet Peuple pour que, d'une manière définitive, ce cadre-là puisse exister, permettant maintenant à ce que, je vous donne un petit exemple, avant, il était un peu compliqué pour un enseignant de faire évaluer ses apprenants sur une plateforme de cours à distance et de faire valider les notes. Mais avec Peuple, maintenant, vous prenez une évaluation en bonne et due forme déroulée sur une plateforme de cours à distance, notamment la plateforme étudiant du projet Peuple. Vous faites valider, disons, un parcours parce que les notes et les évaluations faites autour sont reconnues par rapport à ce cas juridique. Donc, pour faire plus simple, 2010, 2015, 2016, le cas juridique là n'existait pas. Mais les choses se sont accélérées avec le Covid. Voilà. D'accord, merci bien, cher Bertrand. Je m'en vais vers
Monsieur Adon, est-ce que vous partagez, je dirais, les mêmes points de vue que Bertrand? Et selon vous, est-ce que les plateformes d'enseignement que nous avons aujourd'hui répondent réellement aux besoins de la population béninoise? Merci beaucoup. Je partage les avis de Bertrand, en ce sens que Covid a vraiment favorisé l'expansion des solutions e-learning au Bénin. Et la réalité est que Covid a poussé les acteurs du système éducatif à mettre en place des solutions, des ingénieries de crise, des solutions justes pour régler le problème de distanciation sociale. Et donc, cette solution conjoncturelle n'a pas forcément tenu compte de tout ce qu'il faut peut-être pour que les apprenants puissent avoir tous les besoins comblés. L'expansion des formations à distance règle non seulement un problème d'accessibilité de contenu, mais également un problème lié aux compétences nécessaires aujourd'hui dans les entreprises. Je vais toucher le point des soft skills, qui sont des compétences très difficiles à faire acquérir aux apprenants durant une formation présentielle. Vous voyez, lorsque en présentiel, un apprenant fait un travail de groupe, il ne peut jamais penser que ce travail de groupe le forme pour qu'il puisse travailler en équipe demain. Mais lorsque on envisage des solutions e-learning, il y a des mécanismes qui permettent aux apprenants de développer beaucoup de compétences, en particulier les 4C, à savoir l'esprit critique, la créativité, la collaboration en échangeant avec les pairs et également la communication. Parce que en ligne, la pédagogie voudrait que toutes les traces de l'apprenant soient évaluées. Et donc, ce que nous avons constaté durant la pandémie de Covid et qui pourrait être amélioré avec le temps peut-être, c'est que les évaluations sont orientées principalement côté discipline, mais avec les solutions e-learning, ce n'est pas seulement le côté disciplinaire qui doit être évalué, mais également tout ce que l'apprenant fait en ligne. Ces traces sont évaluées, ce qui permet aux apprenants de comprendre en réalité qu'ils sont en train de faire un travail comme si c'était en milieu professionnel. Et donc, le e-learning, l'état actuel du e-learning, c'est qu'il va falloir mettre un peu plus d'ingénierie technopédagogique qui permettra à ce que la formation au Bénin soit de meilleure qualité et orientée vers les compétences comportementales, et également qu'on valorise le curricula caché qui est au niveau de l'apprentissage en ligne. Je parle de curricula caché pour dire que lorsqu'on enseigne ou on apprend en ligne, non seulement il y a l'apprentissage disciplinaire, les soft skills, mais il y a également l'apprentissage technologique. L'apprenant qui fait un cours en ligne aura la possibilité de concevoir peut-être des documents avec Drive ou de collaborer avec d'autres personnes pour apprendre, pour réaliser des tâches à distance, ce qui constitue des compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Et dites-moi, pensez-vous aujourd'hui que nous avons assez de ressources humaines qualifiées en technopédagogie? Les ressources humaines, on pourrait dire qu'il y en a, mais de façon isolée. Peut-être que l'État aura à mener des activités dans ce sens pour la valorisation des compétences dans ce domaine-là. Au Bénin, je dirais que, à ce que je sache, cette formation n'existe pas réellement, l'ingénierie technopédagogique, et donc la plupart de ceux qui l'ont fait, c'est à l'extérieur. Voyez, et donc, ces personnes pourraient être peut-être valorisées et vulgariser également la formation en mettant peut-être des dispositifs en place pour le tutorat en ligne, pour la conception des plateformes e-learning, parce que généralement, le développement des solutions e-learning au Bénin est confié aux ingénieurs, développeurs web qui ont des compétences techniques
mais n'ont pas forcément la compétence pédagogique qu'il faut. Parce qu'apprendre en ligne, ce n'est pas transposer les ressources didactiques, ce n'est pas mettre des documents en ligne simplement, mais c'est adapter le contenu du cours à l'outil numérique pour que l'apprenant ait de facilité à assimiler les compétences, surtout en appliquant ce qu'il voit. D'accord, merci bien. Je vais revenir vers M. Ablot. Aujourd'hui, quelle est la coopération qu'il y a entre les universités publiques, les universités privées, et même, je dirais aussi, la formation professionnelle, c'est-à-dire nous prenons nos artisans. Est-ce que vous voyez que toute formation au Bénin, aujourd'hui maintenant, peut se faire de bout en bout, de A à Z, en ligne? Bon, déjà, le premier volet de votre question, c'est le partenariat public-privé. Oui. Bon, sur ce volet-là, je dirais que oui, puisque aujourd'hui, depuis quelques années, il y a plusieurs examens nationaux qui sont organisés. Donc ça implique déjà que en fait, l'État ou le gouvernement met en place un cadre institutionnel qui régit aussi bien le public que le privé. Donc même quand vous êtes au privé, vous êtes soumis à un moment donné à aller au niveau des examens nationaux. Ça, c'est la première chose. Mais pour aller plus loin, au niveau du ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, il y a une direction, la Direction générale de l'enseignement supérieur, qui a été mise en place et qui, en fait, son rôle, c'est de jouer justement le lien entre ces différentes entités publiques et privées là. Et l'une des preuves même, à part les examens nationaux, que l'État a à cœur de suivre aussi bien le public que le privé, c'est que lors de la Covid-19, lorsque la plateforme Peuple a été lancée, il y avait eu la mise en place du concept de zéro rating. Le zéro rating, c'était que toute personne qui venait sur la plateforme Peuple pendant cette période-là et qui était étudiante régulièrement inscrite pouvait y aller même si elle n'avait pas de forfait Internet. Donc la connexion Internet n'était plus un frein pour accéder à la ressource que constituait Peuple. Et il faut dire que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que certaines universités publiques et privées ont bénéficié aussi de ce même programme-là. Et donc, pour certaines universités, quand vous êtes inscrit dans ces universités privées, vous pouvez facilement en fait aller suivre les cours de e-learning parce que dans la période, si je prends le cas simple de HECM, ils avaient déjà une plateforme de e-learning en ligne et plusieurs autres universités avaient déjà ce qu'il faut pour pouvoir facilement le faire. Maintenant, de l'autre côté, le second volet de votre question qui est est-ce qu'on peut suivre tous les cours en ligne? L'objectif de l'État ou du gouvernement, c'est d'arriver à ce niveau-là, qui est que vous puissiez facilement rester chez vous et pouvoir suivre les cours en ligne, parce que ça résout plusieurs problèmes. Si vous allez à l'UAC aujourd'hui, on a le problème d'amphithéâtre, les effectifs sont pléthoriques, et donc ça résout un problème qui est que vous n'avez plus besoin forcément de venir vous retrouver à 1000, à 2000 dans un amphi pour pouvoir suivre le cours. De l'autre côté, ça résout le problème de distance parce que l'étudiant ou le bachelier, celui qui vient d'avoir son bac à Tchaourou et qui n'a pas les moyens de venir s'installer à Cotonou, peut maintenant suivre des cours depuis Tchaourou en ligne et va facilement en fait avoir son diplôme à la fin de l'année, quitte à peut-être à certains moments se déplacer et faire des examens ou valider en fait certaines choses. Donc, on peut suivre des cours en ligne, oui, mais tout ne peut pas être suivi en ligne. Tout ce qui concerne les formations numériques, développement web et tout ça peut facilement aller en ligne. Mais si on prend des cas spécifiques, par exemple, comme le génie civil, comme la chimie, où on a des TP qu'il faut faire, des choses comme ça qu'il faut faire, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui de mettre déjà en ligne ce genre de concept-là. Donc, petit à petit, ça va se faire, c'est l'objectif à atteindre, mais aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ça va venir et je suis rassuré que d'ici à là, au fur et à mesure que les différents acteurs de la chaîne se mettront en œuvre, on va arriver à une étape où on trouvera des solutions pour pallier à certaines limitations qu'on a sur le plan physique. Donc, c'est ce que je peux dire. Oui, votre réponse m'amène à poser une autre question. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, vous avez parlé de génie civil, par exemple, qu'on ne pourrait pas directement
directement en ligne. Quand nous parlons de la gamification, quand nous parlons plutôt de la technologie de réalité virtuelle, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez cette technologie avoir un essor chez nous? Oui, ces technologies ont ou auront un essor chez nous, mais il faut tenir compte de plusieurs éléments. L'un des premiers facteurs, c'est déjà la connexion Internet. Première chose, donc connexion Internet existante, connexion Internet de qualité. Première chose. Deuxième chose, c'est les terminaux que nous avons. Supposons aujourd'hui qu'on met la fibre optique disponible partout au Bénin. Est-ce que tout le monde a le terminal mobile nécessaire ou le terminal, donc un ordinateur laptop capable avec une carte graphique nécessaire de faire tourner de la réalité virtuelle? Est-ce que le téléphone que vous avez en main aujourd'hui vous permet de faire tourner de la réalité virtuelle en pleine puissance? Donc, on est déjà prêt pour le faire. Quelqu'un qui est à Cotonou et qui a peut-être une certaine qualité de smartphone en main peut le faire sans problème. Pour lui, ce n'est pas un barrage. Mais pour le Béninois lambda, est-ce qu'il est déjà à ce niveau? Donc j'estime que c'est au fur et à mesure que chacun va prendre l'ampleur ou en fonction des objectifs de chacun que nous allons atteindre en fait un taux, on va dire 90%, 95% de couverture de ce genre de choses qui est la gamification, la réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des fantômes, on va dire. Ce sont déjà des choses qui sont présentes sur le territoire national. Si quelqu'un aujourd'hui est dans la salle, il a la connexion Internet, même avec MTN ou Move ou la fibre optique, il peut déjà s'amuser à jouer à ce genre de choses. Mais il y a plusieurs limitations qu'il faut prendre en compte avant d'arriver à ce niveau-là. Merci. Je vais revenir vers M. Adon. Qu'en pensez-vous de la même question que je viens de poser à M. Ablon? Parlant de la réalité virtuelle, bien sûr. Oui. Oui, la réalité virtuelle, comme M. Ablon l'a dit tout à l'heure, je crois que certains s'essaient à ça, seulement qu'il n'y a pas encore assez, à ce que je sache, assez de solutions développées à l'interne. Donc, l'objectif ou ce qui sera souhaité, c'est qu'on fasse la promotion des solutions éducatives avec gamification ou réalité virtuelle pour certaines formes de formation. Tout à l'heure, vous avez parlé de génie civil et l'exemple est bien donné parce qu'avec la réalité virtuelle, les apprenants en génie civil pourraient s'essayer dans cette réalité à la construction de bâtiments, à diverses activités liées à leur métier. Et donc, cela pourrait aider à l'appropriation de compétences que la formation présentielle n'offre pas peut-être totalement. D'accord. Pensez-vous aujourd'hui que les acteurs privés sont vraiment impliqués dans les pédagogies digitales, vous en tant que technico-pédagogue? Oui, les acteurs privés du système éducatif sont conscients que les solutions e-learning constituent une opportunité pour eux. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons sur les différentes affiches, ils font la promotion du e-learning. Ils parlent de la possibilité de faire des formations à distance. C'est dans la réalisation que le problème peut se poser. Mais en parlant de partenariat avec l'État, je crois que l'État a organisé des activités avec d'autres partenaires qui a consisté à former certains acteurs du public et du privé. Ce qui reste, c'est que, comme dans tout projet d'ailleurs, il faut maintenir l'implication de ces parties prenantes, de ces acteurs, et pouvoir communiquer sur la nécessité de commencer par envisager des solutions e-learning. Et également, l'État pourrait peut-être, en parlant des universités par exemple publiques et les universités privées, il pourrait peut-être voir dans quelle mesure mettre en place ensemble des solutions, des cours spécifiques à certaines cibles de population. Nous voyons sur certaines plateformes comme Coursera,
Open Classroom et autres, on voit 2 universités qui se mettent ensemble pour proposer des cours. Et au Bénin, nous avons des universités spécialisées dans certains domaines. Peut-être que nous n'avons pas au niveau de l'université publique, et donc où nous avons, mais ce n'est pas totalement de la même manière, on pourrait faire ce transfert de compétences en associant 2 universités, une université privée et publique, pour pouvoir offrir des formations de qualité à la population. D'accord, merci bien. Je vais vers Bertrand. Bertrand, vous aussi en tant que technicien de la chose, je voudrais savoir dans un premier temps votre expérience personnelle et dans un second temps, bien sûr, votre expérience aussi avec la plateforme Atingui que la GIZ a eu à proposer, bien sûr, pour le renforcement des compétences des jeunes. Une plateforme sur laquelle vous aviez travaillé d'ailleurs pour la mise en ligne de contenu éducatif. D'accord, merci beaucoup pour la question. Personnellement, j'ai commencé, disons, en 2006, par toucher du droit, ce qu'on appelle e-learning, 2006, par le truchement de la francophonie. Donc, ma première formation, c'était avec l'université de Limoges, en 2006. À l'époque, il n'y avait pas... C'est pas un domaine qui est assez connu, mais c'était quand même un domaine assez prometteur. La preuve, on en est là aujourd'hui. Donc, il a fallu du temps, du chemin pour que de 2000, hein, même bien avant, puisqu'il y a plusieurs qui ont fait les mêmes formations, bien avant de la période que j'étais en train d'évoquer, nous sommes très heureux de voir qu'aujourd'hui, on a vraiment fait le chemin. On a énormément fait le chemin par rapport à peut-être à d'autres pays. Moi, ce qui est assez excitant, c'est que vous avez l'impression que vous êtes dedans, mais vous n'êtes pas vraiment dedans jusqu'à ce que vous trouvez qu'à côté, ça évolue rapidement. C'est-à-dire, on était à Peuple, Donald peut confirmer, sans savoir qu'il y avait à Tingui. Donc, on a vu, c'était franchement, je me plaisais à dire à mes collègues avec qui j'étais sur Peuple que, ah ben, dis donc, on a un concurrent de taille, c'est à Tingui. Parce que ce que l'État avait, je ne dirais pas des difficultés à faire, parce que l'État, ce n'est pas une entité qui prend des décisions comme ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, mûrir, budgétiser, concrétiser avant que ça ne passe, soit par décret et autres. Le privé a cette possibilité-là de le faire très rapidement. Un petit exemple. C'est plus facile, par exemple, pour Atingui de faire collaborer plusieurs universités privées ou publiques sur un seul projet. Ça a été le cas, par exemple. On veut faire une formation, on envoie un courrier, en si peu de temps, ça marche et puis voilà. Mais avec le public, il y a une hiérarchisation des décisions qui ne se prend pas comme ça, comme je l'avais dit tantôt. Donc, ce qui fait que j'ai personnellement énormément découvert avec la plateforme Atingui. Donc, je peux dire que peut-être certains découvrent aujourd'hui. Sinon, si de mon point de vue, je peux me permettre d'hiérarchiser ou bien de donner des cas de plateformes e-learning qui font vraiment la fierté au Bénin, sans les classer, il y a la plateforme Atingui, il y a la plateforme Peuple et il y a la plateforme de HECM, par exemple. Pourquoi je donne ces exemples? Il y a des universités, des entités de formation qui ont des plateformes mais qui ne les animent pas ou mais qui ne les utilisent pas. Atingui n'est pas fait pour être sous boisseau, c'est-à-dire c'est fait pour faire la promotion et tenez-vous bien, c'est pas que vous allez suivre une formation littéraire dessus, non. Il y a les agronomes qui trouvent leur compte dessus, il y a un peu de tout le monde qui trouve son compte sur la plateforme Atingui. A contrario, Peuple, c'est une plateforme académique, c'est rien que pour les formations académiques. HECM, c'est le privé, donc ils ont des parcours qu'ils ont à distance et autres. Donc, il y a d'autres universités aussi qui sont dans la même dynamique, mais
et qui n'ont pas, comment je vais dire, cette veine-là à aller très, très, très vite par rapport à ce qui se fait avec. Donc, pour finir, les expériences que j'ai sont les meilleures des expériences possibles avec les plateformes que j'ai citées, pour lesquelles j'ai collaboré. Et je pense que c'est l'occasion pour peut-être certains parmi vous, je parle du public, de chercher à découvrir ce que c'est que la plateforme Atingui, qui est, de ce que j'ai listé, la plateforme la plus ouverte. Parce qu'il faut aussi en parler. Vous pouvez pas être sur la plateforme PEUP si vous n'êtes pas, M. Donald peut le confirmer, si vous n'êtes pas étudiant réglementairement inscrit dans l'une des 4 universités nationales publiques. Vous ne pouvez pas aller sur la plateforme de HECM si vous n'êtes pas étudiant à HECM. Par contre, il y a plein de parcours ouverts sur la plateforme Atingui et peut-être on aura le temps de le découvrir vers la suite. Voilà, merci. Merci Bertrand. Je voudrais demander, est-ce qu'aujourd'hui nous avons vraiment de ressources qualifiées pour la digitalisation des contenus? Ça c'est aussi une belle question. Les ressources, ça existe. Je pourrais même dire que ça existe suffisamment. Pourquoi je dis suffisamment? On n'a pas besoin de 10 000 médecins pour que, disons, le cadre sanitaire d'un pays soit un cadre assez reluisant qui peut peut-être permettre à ce que quand il y a une crise sanitaire, que ça résolve. Combien de médecins on a? Mais pourtant, on a essayé de juguler la crise du Covid. Vous voyez un peu. Donc, il y a de la compétence. Mais il se fait que cette compétence-là n'est pas pour le moment valorisée. Monsieur Adon l'a dit. Il ne suffit pas seulement d'avoir ce qu'on remarque, c'est-à-dire des développeurs. Monsieur Donald est là. PEUP, il fait partie de ceux qui ont fait déployer PEUP sans être pédagogue. Donc, la question, elle est celle-ci. Quand on parle de ressources, quel type de ressources? On parle de quel type de ressources? C'est-à-dire, pour ceux qui vont déployer la plateforme, les plateformes de cours en ligne, il y en existe suffisamment. Les pédagogues qui vont contribuer, parce que M. Adjoun pourra peut-être vous l'expliquer plus tard, pour déployer une plateforme, c'est toute une équipe. Je dis c'est toute une équipe. Ce n'est pas un premier pôle informatique, non. Ce n'est pas un second pôle pédagogique, non. C'est toute une équipe avec plusieurs pôles disciplinaires qui concourent à ce qu'une plateforme de cours soit déployée. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas comparer en soi les plateformes de cours à distance, c'est-à-dire on ne peut pas répliquer une plateforme de cours à distance de telle entité ailleurs avec les mêmes technologies, avec les mêmes perspectives. Donc, les ressources existent. Il suffit seulement à ce que nous ayons un répertoire de ces ressources-là pour qu'en cas de besoin, on puisse savoir par rapport à des profils spécifiques qui peut solliciter pour faire quoi et dans quel cadre. Voilà. Merci Bertrand. Je reviens vers M. Ablot. Est-ce qu'aujourd'hui, on a du catalogue qui renseigne ces ressources humaines des personnes ayant ces compétences? Est-ce que l'État a fait quelque chose dans ce sens? J'avoue que je ne suis pas à même de le dire, mais je pense que l'État est en train de travailler sur des curricula qui vont, en fait, parce qu'il y a plusieurs projets en fait en instance dans le domaine de la e-éducation, où la création de contenu est une composante essentielle. Donc, je sais qu'on n'est pas encore arrivé forcément à la phase active de ces projets-là, mais il est très sûr qu'avant que ça n'arrive, on aura forcément un registre mis en place de ceux qui peuvent d'abord contribuer à la mise en place de ce projet-là, mais après, ceux qu'on aura constaté sur le terrain qui ont les compétences pour améliorer ce qui est déjà fait et pérenniser ce qui est fait. Donc, à chaud comme ça, je ne peux pas vous dire qu'il existe un registre au niveau de l'État, mais bon, c'est sûr que ça ne doit pas durer quand même. D'accord. Oui. Merci bien. Je pense que nous avons débattu un peu de ce que c'est que vraiment le e-learning, la plateforme e-learning. Et comme le dit notre thématique, bien sûr, nous voulons parler également des solutions d'apprentissage
hors connexion dans les milieux ruraux. Vous avez dit tout à l'heure, parler bien sûr de la connexion Internet, bien sûr, dans certaines zones, qui manquent bien sûr. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État fait pour amener la connaissance dans les milieux ruraux, apporter de la connaissance bien sûr dans les milieux ruraux qui ont de problèmes, de difficultés de connexion Internet? Bon, déjà, la difficulté de connexion Internet se situe probablement à deux niveaux. Soit la connexion n'est pas là, soit elle est là, mais l'utilisateur ou l'usager n'est pas à même de se l'offrir. Bon. Donc, je pense que depuis un certain nombre d'années, ça, ce n'est plus un secret de polichinelle, l'État fait en sorte que le maillage en fibre optique du Bénin soit le plus étendu possible. Donc, aujourd'hui, je pense que la fibre optique atteint quand même un certain nombre de points sur le plan national. L'épine dorsale est largement atteinte, le backbone. Et je sais qu'au fur et à mesure que le temps va passer, au fil des mois, cette épine dorsale-là va voir de petits tentacules entrer dans les villes au fur et à mesure et atteindre les maisons. Je pense que Cotonou est pratiquement balisé parce que tout ce qu'il y a comme travaux aujourd'hui dans la ville fait passer aussi bien l'électricité, l'eau, que aussi la fibre optique. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on aura une couverture d'Internet vraiment très très grande à court terme. Maintenant, sur le point de l'accès à Internet, ce que l'État a fait déjà, c'est de mettre en place des PNC, donc points numériques de connexion. Oui, et je pense que sur le territoire national aujourd'hui, on en a 43. Et ça couvre vraiment toute l'étendue nationale. Ce que l'État a fait, c'est en termes de coûts, avoir des coûts relativement réduits qui permettent quand même à l'usager de pouvoir se connecter avec une très bonne connexion et à moins de coûts. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui. Les PNC sont là, couvrent l'ensemble du territoire national, et il y en a 43. C'est ce que je peux déjà dire de façon avancée. Ok, oui, j'ai eu cette expérience de visiter quelques points numériques communautaires, effectivement. Le zéro rating dont vous aviez parlé tout à l'heure, c'est seulement pour les plateformes de l'université ou bien les plateformes également des universités privées. Oui, tout à l'heure, ce que j'avais souligné, c'était que pendant la période Covid, le zéro rating était ouvert aussi bien pour les universités publiques que les universités privées. Quitte à ce que ces universités-là en fassent la demande, le principe était simple. On nous fournit un listing des étudiants de chaque entité avec les numéros de téléphone correspondants. Et au niveau des opérateurs, dans la période, c'était MTN et Move. Ces listes-là étaient mises à disposition, uploadées, de sorte à ce que quand vous allez sur l'un des sites répertoriés comme site de e-learning, vous n'ayez pas besoin de forfait Internet ou de connexion Internet. Donc, ce sont déjà de petits outils ou de petites améliorations que l'État essaie d'apporter pour que quand même les usagers puissent facilement avoir accès à du contenu en ligne. D'accord, merci bien. Je reviens vers M. Adon. Est-ce que vous avez entendu parler une fois des box qui permettent de se connecter sans forcément avoir la connexion Internet et accéder à des contenus éducatifs? Oui, tout à fait. C'est des solutions qui sont employées, mais actuellement, je n'ai pas une connaissance du niveau d'utilisation au Bénin. Mais ce que je sais, il y a des solutions qui existent et qui permettent aux apprenants de se connecter dans un environnement restreint pour pouvoir se connecter, avoir accès aux ressources éducatives sans forcément dépenser en termes de forfait Internet. Cher Bertrand, est-ce qu'aujourd'hui, avec les PNC, les points numériques communautaires dont nous avions parlé, avec des box qui peuvent permettre à se connecter sans la connexion Internet, voyez-vous si on pourrait mettre ces équipements, c'est-à-dire à ces différents PNC? Oui, tout à fait. Parce que la technologie évolue sans cesse
L'un des enjeux qu'on avait à l'époque quand on déployait les plateformes dans la période Covid, c'était surtout le problème d'accessibilité à la connexion Internet. On avait démarré, il n'y avait pas encore le réseau Airbaig qui était abouti. Donc, le problème crucial à l'époque, c'était de faire exploiter les plateformes, mais en étant connecté. C'est-à-dire, pour avoir accès à une plateforme, il faut être connecté. Quand bien même, les plateformes déployées permettent, par exemple, à ce que les apprenants puissent avoir accès au contenu, même offline. C'est-à-dire, c'est un peu les prémices avant qu'on parle de ces boîtes à idées-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que certaines plateformes permettent à ce que l'apprenant puisse, même sans avoir la connexion Internet, manipuler les contenus. Il en va même pour les évaluations. C'est-à-dire, il peut même faire des évaluations offline. C'est-à-dire, au moment où il s'est déjà préalablement connecté à la plateforme et a récupéré les données, mais en étant connecté, il peut les exploiter autrement après. Par contre, et c'est là où il y a la limite, c'est qu'on aurait aimé comme on le dit, au début, on croyait que quand on parle de mobile money, c'est-à-dire que le mobile money est adossé à la connexion Internet. Non. Mobile money ne veut pas dire qu'il faut avoir un smartphone. Vous voyez un peu. Donc, c'est les mêmes perspectives qu'on a actuellement. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il y ait à un moment donné une question de connexion Internet. Non, il faut avoir des box qui permettent, par exemple, à ce que l'apprenant puisse avoir en amont, en aval, accès au contenu d'apprentissage sans qu'il y ait préalablement une question d'Internet. Donc, si la solution est vraiment, partagée, vous serez étonné de voir que ce ne serait pas seulement les zones rurales, éloignées qui vont en bénéficier, mais ceux qui sont aussi en ville et ont des problèmes de connectivité aussi vont pouvoir exploiter ces solutions-là. Donc, elles sont bienvenues. Il reste maintenant à les vulgariser de manière à ce que tout le monde puisse s'en approprier, l'exploiter. Voilà. D'accord. Je viens vers M. Ablot. Oui. Donc, aujourd'hui, effectivement, je ne sais pas s'il est déjà prévu d'en faire usage dans les projets au niveau de l'État. Mais ce que je sais, c'est qu'il est techniquement possible de les utiliser parce qu'on peut stocker des cours, stocker du contenu sur ces petits boîtiers-là et les mettre à disposition peut-être dans les PNC ou dans des zones bien répertoriées, peut-être à côté d'une mairie, peut-être à la direction d'une école. Et là, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la connexion Internet à plein temps peuvent se rapprocher de ces box-là pour avoir du contenu. Mais il faut préciser que même si ce n'est pas, on n'a pas besoin de connexion Internet, il faut quand même être dans un réseau parce que ces box-là vont émettre un réseau Wi-Fi. Sur ce réseau Wi-Fi, il n'y aura pas de connexion Internet, bien évidemment, mais il y aura du contenu auquel vous pourrez accéder pour facilement évoluer dans vos cours et tout ça. Donc, c'est toute une logistique à mettre en place pour le suivi, la mise à jour de ces cours-là, peut-être à une fréquence régulière, parce qu'il ne suffit pas de déposer le boîtier et de dire que c'est fini. Il faut continuer régulièrement à mettre à jour le contenu qui est sur ces boîtiers-là, quitte à ce que maintenant, les usagers, eux, qui n'ont pas la connexion Internet, se connectent via un réseau à ce boîtier et aient accès au contenu. Donc, c'est ce que je peux dire sur la question. Merci. Oui, effectivement, au niveau de la GIZ, nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter, bien sûr, un box que nous appelons IdeasCube ou Raspberry Pi, qui aujourd'hui est utilisé par des organisations paysannes. C'est un box, effectivement, qui, comme tu l'as dit, on met des contenus là-dessus. C'est un box qui prend du contenu multimédia où on se connecte effectivement via le wireless. Donc, ça a une capacité de supporter jusqu'à une vingtaine de personnes simultanément. Maintenant, avec un répétiteur, ça peut permettre de contenir jusqu'à 100 personnes ou 200 personnes qui peuvent effectivement s'en servir. Et moi, je le vois comme également une solution qui peut être utilisée, je dirais, même dans les amphithéâtres. Voilà. Bien qu'il y ait la fibre optique, bien sûr, cette fois-ci, on sait que sans la connexion Internet, tout le monde a un smartphone, un téléphone portable
un ordinateur portable où on pourrait se connecter très facilement. De votre connaissance, vous qui êtes de la CIN, vous n'avez pas peut-être vent d'une éventualité, d'une solution pareille? C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question. J'avoue. C'est-à-dire ce qu'il faut vraiment apporter à la population rurale. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, sur le plan de la e-éducation, il y a plusieurs projets qui sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin. Actuellement, par exemple, il y a l'African Digital Campus qui a démarré et qui est en phase pilote à Lokossa, à l'Institut de Lokossa. Et je sais qu'il y a un certain nombre de petits projets que la MSRS drive en collaboration avec la MND pour essayer plusieurs solutions. Maintenant, sur le cas spécifique de celui-ci, j'ai déjà lu un projet dernièrement, mais ce n'est pas encore officiel. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est utilisé. Ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sont pas des choses qui nous sont inconnues. Parce que si vous allez tout de suite à Nancy, vous allez voir les Raspberry Pi, il y en a plein, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais je ne peux pas vous dire que c'est un projet qui est déjà dans lequel on va l'insérer. Par contre, c'est des technologies que nous maîtrisons, que nous connaissons très bien. C'est ce que je peux vous répondre de façon... C'est bon? C'est bon, merci. Ok, je reviens vers Bertrand. Aujourd'hui, pensez-vous que le e-learning a véritablement sa place au Bénin? Ah ben, dis donc, si tu n'as pas sa place là, c'est qu'on est foutu, hein, parce que vous imaginez, c'était un peu désolant d'aller par exemple vers une trentaine d'universités, leur proposer une solution d'e-learning, et que de leur trentaine, il y a peut-être à peine une ou deux qui semblent être intéressés. Et du coup, un an après, les mêmes qui t'ont fermé les portes reviennent en courant vers toi et sollicitent la même solution. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le e-learning existait bien avant le Covid. Il y a eu ce débat-là autour du projet Pearl, M. Donald peut le confirmer, où certains enseignants avaient tendance à associer e-learning et Covid. C'est-à-dire pour eux, c'est comme si c'est une solution transitoire trouvée pour régler un problème conjoncturel et puis après on passe à autre chose. Non, ça va bien au-delà. Mais il y a 3 ans, aucune université ne met sur ses affiches e-learning. Mais aujourd'hui, même les universités qui ne le font pas, je suis désolé de frustrer peut-être certaines personnes, disent qu'ils le font. C'est vrai, c'est un petit débat parce qu'il y a e-learning et e-learning. Le fait de diffuser des contenus par WhatsApp, on vous dit que c'est du e-learning, mais on ne va pas leur refuser ça. Mais e-learning, ce n'est pas aussi le fait d'aller sur une plateforme, de récupérer des contenus, de manipuler, ce n'est pas ça non plus. E-learning suppose en amont un dispositif. M. Hatton peut le confirmer. Quand on dit dispositif, c'est dans le dispositif qu'on a les plateformes, les LMS qu'on déploie pour pouvoir conduire le processus. Donc, je suis bien heureux de voir que ce qu'on n'a pas vu il y a de cela quelques années, c'est ce qu'on voit actuellement. Et je me rappelle, lors d'un call, il y avait la ministre du MND qui s'enthousiasmait et qui rêvait de voir plusieurs universités collaborer sur des projets éducatifs. C'est-à-dire quoi? On peut avoir un parcours où plusieurs universités collaborent là-dessus. Donc, si l'idée est là, c'est qu'on va en arriver là, qu'on le veut ou non. Ce qui veut dire que le e-learning qu'on a actuellement, dans 5 ans, on va peut-être dépasser certains clivages et on va avoir, franchement, avec le concours des plateformes qui existent, Atingui et autres, un cadre, un environnement qui permet vraiment à ce que les gens découvrent énormément les potentiels du e-learning. Alors, il n'y a pas que les organismes éducatifs qui s'en préoccupent. Vous allez voir plusieurs organismes qui incluent dans, disons, leur plan de développement et autres des apprentissages distants. C'est-à-dire, il y a des banques, je ne cite pas de nom, qui
forment par exemple le personnel de plusieurs pays à travers ces genres de plateformes. Donc, le chemin est ouvert déjà. Comme M. Donald l'a dit, il suffit tout simplement d'avoir à faire collaborer plusieurs entités, plusieurs technologies dessus, de manière à ce que quand on va lancer des projets, que tout le monde puisse se retrouver dedans, que ce soit quelqu'un qui soit à Karimama, que ce soit quelqu'un qui soit à Goé ou autre. Donc, quand on parle de e-learning, il doit savoir que c'est une solution porteuse qui permet d'avoir accès à plusieurs sortes de contenus éducatifs. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Je reviens vers M. Adon également. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, comme l'a dit M. Bertrand, le e-learning a vraiment de l'avenir au Bénin. Et ce serait pour moi un souhait de demander que les autorités pensent à deux choses liées au e-learning. Premièrement, la culture digitale des acteurs du système éducatif, parce que le vrai problème qui bloque le développement du e-learning, c'est surtout la culture numérique. Parce que l'utilisation de l'outil, on n'est pas habitué à ça, on pourrait empêcher le développement des solutions. Également, penser également aux valeurs sociales qui seront transmises par le biais des solutions e-learning. Chaque technologie qu'on met en place véhicule forcément une valeur sociale qui vient du promoteur. Lorsque nous prenons notre portable que nous utilisons, le promoteur s'est basé sur certaines valeurs. Et ces valeurs, lorsque nous approprions la technologie, on peut adapter cette valeur du promoteur à nous, notre culture. Et donc, à partir des solutions e-learning, on peut par exemple faire véhiculer nos différentes valeurs sociales. On connaît la culture du Bénin, on connaît notre amour pour le prochain, on connaît notre sens de partage, on connaît la valeur liée au respect du prochain, des choses qu'on pourrait faire véhiculer dans tous les modules en ligne. Pourquoi? Parce que, comme M. Bertrand l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on met en place une solution e-learning, la pédagogie qui est mise en place, qui est le socio-constructivisme, est une approche qui voudrait qu'on apprenne à partir de la collaboration entre pairs. Et apprendre à partir de la collaboration entre pairs, ce n'est pas télécharger le fichier, bûcher, aller répondre à des questions d'évaluation. Mais c'est scénariser en fait le contenu de la formation de telle sorte que chaque tâche que l'apprenant réalise, il puisse tirer des compétences disciplinaires, des compétences technologiques et également des compétences comportementales. Donc, ce sont ces réalités qu'on va intégrer au processus de mise en place de dispositifs e-learning au Bénin pour que cela puisse réellement répondre à nos réalités et émerveiller le monde. Merci. Vous avez un mot à ajouter? Oui, ce que je pourrais ajouter à ce qu'ils ont dit, c'est que je ne doute pas que d'ici 5 ans, l'univers du e-learning soit complètement évolué et révolutionné au Bénin, parce qu'il y a plusieurs projets aujourd'hui qui sont là. Peut-être que le commun des Béninois ne voit pas encore, mais il y a un travail de fond qui se fait. Les grands enjeux aujourd'hui sont sur 3 plans. Le plan humain, donc comme M. Aristophane l'a dit, il faut la culture numérique des différents acteurs. On a la chance qu'avec la COVID-19, nos professeurs qui avaient des difficultés avec le numérique se sont vraiment mis. Et donc, aujourd'hui, eux tous sont en train de comprendre. Pas qu'ils sont en train de comprendre, ils ont compris. Et ils sont vraiment devenus des acteurs actifs dans la chose. Donc ça, c'est le premier point. Et les réseaux sociaux ont fait que la culture numérique, même au niveau des couches les plus défavorisées, a pris aussi. Ça, c'est le point numéro 1, le plan humain. Le second point, c'est le plan logistique. Le plan logistique, c'est
il faut avoir, parce que quand on parle de e-learning, comme M. Bertrand et M. Aristophane l'ont dit, il ne s'agit pas seulement de mettre du contenu en ligne et de venir télécharger. Il y a tout un process de création de contenu. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des salles multimédia qui sont en train d'être mises en place, des équipements qu'il faut avoir pour mettre en place ces contenus-là. Parce que faire un plan de formation, il faut avoir les équipements qui vont avec pour se filmer, pour prendre du son, pour faire du montage. Et donc ça, c'est sur le plan logistique. Le dernier point, c'est le plan de la formation. Le plan de la formation, c'est une fois que les humains ou les acteurs sont disposés à travailler, à mettre en place du contenu, une fois qu'on a mis en place des salles multimédia, il faut faire former maintenant ces différents acteurs-là pour qu'ils sachent comment créer ces contenus-là, créer du contenu de qualité, et que ces contenus-là soient consommés réellement par les usagers pour lesquels on les a créés. Donc pour moi, je n'ai aucun doute que horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, l'univers du e-learning au Bénin aura complètement changé parce que le chemin qu'on a fait depuis quelques années en dit déjà bien long sur là où nous allons arriver. Voilà ce que je peux compléter. Merci également pour votre rapport. Nous sommes dans la semaine du numérique qui prendra fin demain vendredi. Le mot que je retiens de ce panel, vous avez parlé de la culture du numérique. Semaine du numérique, culture du numérique. Nous allons adresser maintenant la parole à nos différents participants. Vous avez certainement des questions, bien sûr, à poser à nos différents panélistes. Je pense que c'est bel et bien le moment. Femi, tu nous aides? D'accord. Donc, nous allons commencer par ma gauche, voilà, pour évoluer vers la droite. Bonjour, déjà, merci pour l'échange. Même si, dans le fond, moi, je suis resté sur ma faim. Parce que la thématique, celle d'ailleurs pour laquelle je suis venu aujourd'hui, c'est écrit e-learning, les solutions d'apprentissage hors ligne en milieu rural. Je pense qu'on est resté beaucoup plus, ou plutôt les panélistes nous ont entretenu beaucoup plus sur l'e-learning, un endroit forcément où on dispose d'électricité et d'Internet. Moi, ce qui m'avait vraiment attiré en arrivant, c'était les solutions d'apprentissage hors ligne en milieu rural. Même si notre modérateur est venu un peu sur la solution que la GIZ teste actuellement, qui un peu répond un peu à ça. Mais je veux revenir sur un point simple. Partager en fait... Allô? Voilà. Partager en fait... Allô? Ok. Ça peut être de la thématique sur de la formation en santé, ça peut être de la thématique sur de la formation en agriculture, ça peut être de la thématique sur de la formation en élevage. Qui, en gros, aujourd'hui, on peut enseigner à des gens en horticulture, dans une zone rurale, ou en comment, en fait, maintenir leurs ressources, ce genre de trucs, comment conserver ce qui a été récolté. Pour moi, un peu en venant, c'est un peu quelles sont les solutions qui ont été mises en place pour pouvoir aider ces personnes-là dans les milieux ruraux qui forcément ne parlent pas français, qui forcément n'ont peut-être pas, je ne sais pas, 500 francs de connexion à payer par jour, et qui quand même aussi doivent mériter ce type de ressources en quelque sorte. C'est un peu pour revenir, en fait, j'ai l'impression qu'on est resté un peu trop axé sur l'e-learning dans un lieu où on a la connexion, on a l'Internet, on a l'électricité. Quelles sont les solutions dans les lieux où on n'a rien de tout ça? C'est ce que j'aimerais en fait repartir en apprenant un peu plus. Si vous pouvez partager avec moi. Merci.
Je pense qu'on peut répondre automatiquement, oui. Ok, d'accord. Bertrand, tu veux dire quelque chose à propos? Bon, ok. Alors, c'est un peu dommage que je ne connais pas notre intervenant de nom. Jean-Yves, c'est ça? Ok, super. Alors, monsieur Jean-Yves, heureusement que vous intervenez. C'est de votre intervention que peut-être vous allez voir qu'on est revenu sur certains détails. Mais votre question va nous permettre encore d'aller dans d'autres détails. Les solutions existent. Monsieur Donald l'a dit. Il a même dit qu'à leur niveau, d'accord, ils ont des boss sur lesquels ils travaillent déjà, mais officieux. Il ne peut pas en parler. Alors, ce qui manque, c'était aussi l'enjeu de certaines questions, c'est qu'on aurait un répertoire de ceux qui travaillent sur ce genre de technologie. C'est beaucoup plus facile de savoir où on va ensemble. C'est de manière disparate, chacun fait son boulot, mais ça n'arrange pas tout le monde. Vous voyez un peu, vous avez une solution. Peut-être que cette solution, vous êtes la première personne à travailler dessus. Peut-être que vous n'êtes pas la première personne, mais toujours est-il que de vos solutions et des autres solutions, on peut avoir un produit qui permet à ce que dans le fin fond du Borgou, un agriculteur peut avoir accès à un contenu en langue. On l'a dit, quand on dit e-learning ou bien tout ce qui peut être associé, ce n'est pas seulement des technopédagogues qu'on embauche pour déployer la solution. Ce n'est pas des développeurs. Il faut des gens qui puissent, par exemple, traduire les contenus en langue. Vous voyez un peu. Donc, ce que je peux dire pour tout résumer, c'est que dans les Raspberry dont on est en train de parler n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début d'un ensemble de projets qui vont s'agréger autour d'un tout, comme M. Donald l'a dit, de manière à ce que ceux qui sont dans les coins reculés puissent, sans lumière, sans électricité, sans la connexion Internet, avoir accès à des contenus, et j'ajoute en langue, si possible. Voilà ce que moi je peux dire. Oui, d'accord. Très rapidement. Oui, donc de façon ramassée, je dirais déjà félicitations, M. Jean-Yves, pour leur initiative. Par contre, j'estime que, les zones rurales ne doivent pas rester rurales pour trop longtemps. Ça, je pense qu'il faut plutôt militer pour ce cas-là, parce que vouloir qu'elles restent rurales pour trop longtemps implique qu'elles n'auront pas Internet ou l'électricité pendant trop longtemps. Si on revient sur le cas pratique de la carte mémoire, je suis complètement, en fait, séduit par l'initiative. Par contre, j'estime que de toutes les manières, même avec une carte mémoire, il faut un terminal pour lire le contenu. On est d'accord? Et que cette carte mémoire-là aussi limite la quantité de contenu auquel on peut avoir accès. Mais tant est que sur une thématique bien précise, elle permet déjà à un usager d'avoir accès à quelque chose dont il a besoin et d'évoluer rapidement dans ses activités. Et c'est pour cela que je vous félicite déjà pour l'initiative. Maintenant, il ne faut pas oublier, les PNC qui sont déployés sur l'étendue du territoire national constituent aussi déjà des éléments qui sont là, qui font que l'utilisateur final n'a pas forcément besoin de connexion Internet. Il a juste besoin d'un terminal pour pouvoir se connecter à ces PNC-là. Et de là, on peut partir maintenant pour déployer encore de petites infrastructures qui partagent du contenu. Donc, je suis complètement d'avis avec vous que sur le plan rural, tout n'est pas encore fait, il reste beaucoup à faire, mais je pense que c'est au fur et à mesure qu'on va résoudre complètement cette problématique-là. Oui, Monsieur Jean-Yves, votre technologie, ça a déjà un nom? Pardon? Cajou. Ok, d'accord. Merci bien, on pourra en parler, voilà. Ok, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour cette discussion. Moi, c'est Oswald Adienfou. Ma question est de savoir, au cours des discussions, je n'ai pas ressenti sortir le risque de e-learning. Le risque, parce qu'il y a un risque derrière le e-learning. Donc, je n'ai pas réellement ressenti, M. Bertrand a tellement fait l'éloge de l'apprentissage en ligne,
qu'il a omis de me parler quand même des risques qui sont derrière cet apprentissage en ligne. Donc, si vous pouvez peut-être revenir là-dessus, ça me ferait plaisir. Merci. Ok, d'accord, rapidement. Bon, je préfère plutôt synthétiser comme ceci. Nous avons des apprenants qui sont intéressés par e-learning. Le danger premier, c'est qu'on a l'impression que c'est un apprentissage banalisé. C'est-à-dire pour eux, e-learning, c'est qu'ils vont juste s'inscrire, ils vont avoir des contenus, on va envoyer et puis ils ont fini l'année. Non. C'est pour ça qu'on dit e-learning, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est un ensemble de dispositifs. Vous voyez un peu. Donc, le risque fondamental qu'on a dans les apprentissages en ligne, c'est le décrochage. Il y a des universités européennes, américaines et autres où le taux de décrochage avoisine les 80-85%. Donc, premier risque, si je peux me permettre, c'est que l'apprentissage en ligne n'est pas un apprentissage banalisé. Quand vous voulez y aller, vous pensez que c'est banalisé, vous ferez partie de ceux qui décrochent. Autre chose, M. Donald l'a dit, on ne va pas espérer qu'aujourd'hui, ce soit juste une frange de la population qui ait accès au e-learning. Donc, le danger, c'est peut-être de faire croire à certains que ce n'est pas pour eux. Non, on espère que d'ici 3, 4, 5 ans, ce sera une solution assez vulgarisée, assez généralisée, de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà ce que je dis. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je reviens encore rapidement. Peut-être M. Aristophane va me répondre. Toujours par rapport au risque. Quand je prends peut-être l'université HECM, qui a une plateforme d'apprentissage en ligne, et peut-être au cours de cette année 2022, toutes les matières qu'ils font, tous les cours sont mis en ligne sur la plateforme. Est-ce qu'on a encore besoin réellement des professeurs ou bien de tous les professeurs pour dispenser ces contenus? Parce que le cours est en ligne, les étudiants peuvent aller directement se faire former s'ils perdent leur scolarité. Est-ce que l'université ne va pas dire que, bon, je peux me passer de 2 ou 4, 5 professeurs? Est-ce que là, ça ne crée pas des trucs par rapport à ces enseignants qui ont quand même un diplôme pour valoriser, pour avoir un salaire? Merci. Merci beaucoup à vous. Si je vais répondre de façon globale à votre préoccupation liée au risque du e-learning, c'est que je dirais que déjà dans le processus de mise en place d'une plateforme e-learning, il est fondamental de penser à tous les risques possibles. Et M. Bertrand l'a dit, le décrochage et des mesures sont à prendre par les promoteurs du dispositif pour réduire le taux de décrochage et favoriser la rétention. Alors, parlant des professeurs qui n'auront plus assez peut-être d'heures, il faut dire qu'avec le e-learning, il y a plusieurs métiers qui s'ouvrent, qui sont encore inconnus. Par exemple, le métier de tuteur en ligne, le tutorat. Le tutorat, dans plusieurs universités, est payé comme des heures de vacation dans une école en présentiel. Ça veut dire que le professeur qui fera 1 heure en ligne sera payé comme s'il faisait 1 heure en présentiel. Également, les activités qui sont prévues. En fait, le grand danger, et ce n'est pas normalement un danger, c'est juste un problème de culture numérique, c'est que lorsque vous suivez un cours en ligne, et pour moi-même, ma propre expérience, pour avoir fait un master en ligne totalement, j'ai remarqué que les formations en ligne demandent une implication totale de l'apprenant, ce qui est très difficile à faire lorsque vous sortez d'un système éducatif africain. Très difficile à faire. Vous irez vous-même à la découverte du savoir. Vous allez tout réaliser. Et tout à l'heure, dans l'une de mes interventions, je disais que les traces sont évaluées. Donc, quand on apprend en ligne, on met en place un dispositif,
On ne note pas vrai ou faux seulement, ou bien on pose une question, quelle est la situation géographique de tel, et on répond, on donne les notes, c'est pas ça. Lorsque l'apprenant se connecte, le temps que l'apprenant a fait sur la plateforme est évalué. Le temps, la discussion, la manière dont il réagit aux différentes préoccupations des autres apprenants est évaluée. Et donc, l'implication est totale. Ce qui fait que les apprenants ont de difficultés à s'y habituer. Et c'est pourquoi, dans la mise en place de toute plateforme en ligne, en ligne, il est fondamental de prévoir ce qu'on appelle, dans le cadre des MOOC, un pré-MOOC, où on fait l'appropriation de la technologie. L'apprenant, on prend 1 à 2 semaines pour lui apprendre comment utiliser la plateforme. Et là, on est sûr que le risque technologique est éliminé à ce niveau. Et après, lorsque les cours commencent, le tuteur qui encadre l'apprenant doit viser un côté coaching, un côté mentorat, pour motiver l'apprenant à continuer d'apprendre pour aller jusqu'au bout. Maintenant, l'autre risque qu'on peut penser lorsqu'on parle de technologie en général, c'est le côté ergonomique. Tout à l'heure, l'une des interventions, monsieur, je crois, Jean-Yves, a parlé de la réalisation de vidéos mises à la disposition des populations rurales, ce qui est une bonne chose. Mais avec les études qui sont effectuées dans le domaine du e-learning, il est montré qu'on doit veiller à la durée ou au temps que l'apprenant passe devant un écran pour ne pas endommager sa santé. Et donc, par exemple, quand je prends une vidéo, un cours qui est fait en support vidéo, les spécialistes montrent qu'il serait bien que la vidéo ne dépasse pas entre 3 et 6 minutes. Parce qu'entre 3 et 6 minutes, l'attention baisse pour l'apprenant. Et donc, dans un bon dispositif, il n'y aura pas des cours qui feront 1 heure, 2 heures, ou comme a été la solution de crise durant la période de Covid, où pour faire un cours, l'enseignant se connecte par Zoom et passe 2 heures de temps avec l'apprenant. Nous-mêmes, nous avons vu les résultats. Les apprenants, peut-être pour problème de connexion, ou bien parce qu'ils doivent aller faire autre chose, ils coupent la connexion et ils ne suivent pas totalement le cours. Même si c'est hébergé en ligne, il y a des difficultés de télécharger, d'avoir du temps pour suivre totalement. Donc, il y a des normes en matière de mise en ligne de cours. Et ces normes, lorsqu'on les respecte, on réduit presque à 0 le risque lié au e-learning. Merci, M. Adon. Peut-être dans la salle, il y a des enseignants. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand on dit e-learning, les enseignants sont souvent réfractaires. Il a dit, parce que pour certains, c'est leur gagne-pain qui s'amenuise. Il y a autant de métiers autour du e-learning. Non seulement ça, est-ce que vous imaginez que pour un seul cours, il y a des cours en collège? C'est-à-dire, 2, 3 enseignants peuvent s'associer pour avoir un seul cours. Peut-être sur le même cours, il y a le titulaire qui fait le cours, il y a le tuteur qui est parmi les 3, et il y a celui qui ne fait que les évaluations. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas que leur métier disparaît, non, mais il y a certains métiers qui sont mutés en d'autres métiers. Mais toujours est-il que ce n'est que l'enseignant, excusez-moi du peu, qui n'est pas routiné, qui n'est pas bon, qui n'est pas très bon, qui peut peut-être se faire du souci. Sinon, si vous êtes bon, il y a les gestionnaires de plateformes qui existent, vous pouvez vous approprier ce rôle-là et l'assumer. Voilà. Merci, Bertrand. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai, on va dire, un apport et une passion. Moi, je travaille sur un projet e-learning qui a vocation d'impacter, on va dire, personnes précises à travers tout le Bénin. Et c'est plus le côté rural, en fait, qui m'a le plus attiré. Et bien vrai qu'il y a le problème de la connexion au niveau rural,
il y a également le problème de l'électricité, mais il y a encore un autre problème plus important qui rentre dans le cadre de la culture numérique. C'est le terminal même qu'ils utilisent pour la formation e-learning. Je vous donne un exemple. J'ai eu à former sur l'utilisation d'une plateforme e-learning où le problème, c'est que la seule chose qu'elle sait faire, c'est passer un appel et écrire des messages WhatsApp. Rentrer pleinement dans l'utilisation un peu poussée, elles sont perdues. Et l'autre chose aussi qu'on a eu à remarquer, c'est que en fonction du LMS qui est utilisé pour confectionner, pour concevoir la plateforme e-learning, le terminal même refuse l'utilisation de cette application-là. Portable, je vais taire les marques, mais lorsqu'on a voulu installer l'application, a refusé de s'installer sur ces portables-là, soit parce que la version du système d'exploitation portable, il est antérieur, soit parce que la marque même est bizarre et puis on ne comprend pas d'où vient le problème, soit parce que parfois même le portable n'a pas le Play Store pour qu'on aille télécharger l'application. Il y a souvent ces problèmes-là. Et même relativement à la connexion, l'un des problèmes qu'on a eu, c'est que quand vous allez dans les zones de Nati Tengou, de Waké par exemple, ces zones qui sont un peu proches du Togo, les réseaux, comment on dit ça? Je veux parler de MTN et puis de Move. Move par exemple ne fonctionne plus dans cette zone-là. Ce sont des personnes qui vont s'approvisionner vers le réseau téléphonique du Togo. Et c'est une difficulté pour eux. Donc il y a pas mal de ces difficultés-là aussi. Ce que je voulais... Lorsqu'on met en place une plateforme e-learning, quel conseil vous pouvez donner sur le suivi que ces personnes-là font de la plateforme? Parce qu'en fait, c'est quoi? Je prends un exemple pour le projet sur lequel nous on travaille. Il y a déjà près de 1000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Et quand on leur a fait la formation, on leur a dit, le temps que vous passez sur une vidéo, nous, on peut le savoir. Donc, si vous faites suivant, juste pour avoir un badge, on saura que vous n'avez pas suivi la vidéo. Mais quand on a 1000 personnes, comment on va faire le suivi pour ces 1000 personnes? Du moment où les personnes ont eu un badge, nous, on suppose que, le cours, puisqu'ils ont suivi le cours, ils ont réussi les questions qui sont sur ce cours-là. Mais quand on arrive à 1000, 2000 personnes sur la plateforme, comment on peut faire réellement un suivi? Parce que c'est aussi un risque. Comment on peut réellement faire un suivi sur l'utilisation réelle que font ces personnes, même si la technologie qui est utilisée nous permet de faire ce suivi? Merci bien. D'accord. Donc, pour aller très vite, ma réponse ne va pas couvrir totalement votre préoccupation. Mais déjà, nous, quand on met en place un projet aujourd'hui, il y a un volet qu'on met dedans qui vient après l'exécution du projet qui s'appelle l'accompagnement au changement. Et c'est le problème que vous avez aujourd'hui, qui est que vous n'avez rien prévu en termes d'accompagnement au changement, surtout vers des populations qui n'étaient pas habituées à l'usage numérique, donc qui n'avaient pas une forte culture numérique, et donc vous n'avez pas prévu quelque chose pour les accompagner dans ce changement. Quel que soit le temps qu'ils vont passer devant ou ne pas passer devant, il faut les emmener petit à petit. Donc, il y a un travail à faire vous-même au niveau de votre produit que vous avez mis en place, qui est que vous devez consacrer du temps pour les emmener petit à petit pour faire ce suivi. Et d'ailleurs, la question que vous posez après, celle du suivi de 1000, 2000 personnes, ne vient que justifier le problème, qui est que même aujourd'hui, l'État est en train de mettre en place l'African Digital Campus. Pour le faire, on a dû faire une première phase pilote qui est uniquement à Lokossa, donc sur un effectif maîtrisé, qui nous permet de voir quelles sont les difficultés récurrentes, quelles sont les difficultés que la cible que nous sommes en train de vouloir prendre a régulièrement. Nous allons finir de résoudre ces petites difficultés-là, mettre en place ces solutions qui résolvent ces difficultés, et avec ça, on pourra monter sur un effectif plus grand. Le danger avec les solutions numériques aujourd'hui, c'est qu'on se dit très souvent que, comme c'est numérique, c'est facile, ça monte partout. Non, il y a un problème d'accompagnement au changement. Tout le monde n'est pas prêt à monter sur du numérique, quand bien même le numérique est à disposition de tout le monde. Donc, il faut déjà que vous-même, à votre niveau, vous voyez, vous preniez un effectif
Et sur cet effectif-là de clients que vous avez, peut-être fidèles, vous fassiez une étude, vous sachiez exactement quels sont les besoins, quels sont les problèmes qu'il y a souvent. Si on prend une plateforme de e-learning, on a souvent des notations, donc pour noter les professeurs, pour noter les cours qui sont dispensés, il faut prévoir peut-être des petits formulaires pour qu'ils vous fassent des retours réguliers de ce qu'ils ont appris. Quand on va sur certaines plateformes, vous avez fini de regarder une vidéo, on vous dit, est-ce que cette vidéo-là vous a été utile? Est-ce que vous jugez nécessaire de pouvoir la partager à d'autres personnes? Non. Il y a ce travail-là qu'il faut faire. Le problème n'est pas de lancer une plateforme numérique. Il faut faire un suivi réel d'abord sur un effectif réduit. Et quand on est sûr qu'on a maîtrisé non seulement la technologie, mais la cible et ses problèmes, ses préoccupations, on met en place un document, un processus que tous les autres pourront suivre et on pourra maintenant étendre la solution sur plusieurs personnes. C'est ce que je peux rapidement vous répondre. Merci, Monsieur Adam. Alors, en passant par le e-learning, et qui s'adresse dans un milieu, comme vous dites, rural, c'est ça? Je dis ça parce que j'aimerais que vous confirmez. C'est-à-dire, ça s'adresse à des enfants qui ne sont pas dans les capitales, mais qui sont un peu vers les villages. Alors, ma préoccupation est celle-ci. On a un coach qui veut dispenser une formation ou un entraînement. D'accord? On est dans un cadre académique. Comment il fait ou sur quelle disposition il se met pour atteindre en même temps différents villages où il y a cette académie? Comme j'ai dit, j'ai posé le contexte. Ensuite, après que ce coach soit passé, ces mêmes enfants, ils auront droit à des formations qui doivent suivre toujours en ligne. Alors, je demande une solution. Qu'est-ce que l'État, si je suppose, nous sommes par exemple au Bénin, il faut le faire, je prends un exemple, à Matitengu, c'est bien ça, Matitengu, ou il faut le faire peut-être à Malanville. Je crois que la connexion là-bas n'est pas comme sur Cotonou. Quelles sont les solutions vers lesquelles l'État peut nous proposer? Est-ce qu'il faut aller forcément sur les réseaux télécoms? C'est ce que moi, on a eu par exemple à me suggérer. Mais lorsque je vois un peu la note, la facture, je vois que sur 6 mois, c'est déjà assez élevé. Or, nous sommes dans un milieu, comment je vais dire, un peu reculé par rapport aux villes. Donc, ça, c'est ma première préoccupation, si les panélistes peuvent nous aider. Ensuite, c'est une question par rapport à ceux qui sont un tout petit peu expérimentés. Est-ce qu'il y a un danger pour les enfants, à partir du bas âge, qui n'ont pas forcément été à l'école dans le sens, dans le rythme classique, comme nous autres, et qui vont directement aller sur des plateformes pour pouvoir apprendre avec quelqu'un qui n'est pas accessible à eux, à qui ils ne peuvent pas poser une question directement? Est-ce qu'il n'y aura pas un désavantage pour eux, vu qu'ils ne sont pas en présentiel, s'ils peuvent nous donner un éclaircissement? Bon, je m'arrête là. Mais comme j'ai dit, j'ai posé un contexte qui va dans un cadre... Merci pour la question. Je vais demander au modérateur de conclure le panel sans forcément répondre. L'intervenant va se rapprocher de vous à la fin de ce panel. Il y a un autre panel qui démarre tout à l'heure. Donc, on va introduire ce panel. Merci. D'accord, merci bien. Dommage, on n'a pas vu le temps passer. Il y avait des questions très intéressantes. On pourra essayer de gérer toutes ces questions en off. Bien évidemment, merci. Je remercie M. Adon, je remercie Bertrand, je remercie également M. Ablot pour votre participation à ce panel qui a forcément enrichi, je dirais, nos différents participants. On pourra continuer cela en off pour ceux qui ont des questions. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur. Merci de les ovationner. Vous tenez debout pour la photo du panel. Ne partez pas. S'il y a des photographes qui sont là, pour la photo du panel rapidement.